pour la dernière séquence de notre matinée, juste avant le déjeuner, où nous allons adresser ensemble le sujet absolument essentiel du dérèglement environnemental. Stéphane vient de rappeler en effet certaines unes des journaux de ce matin. On le sait, on le voit, les signaux d'alerte se multiplient avec les événements climatiques, avec également l'épuisement des ressources ou encore le déclin de la biodiversité. Et pourtant, l'action reste encore trop fragmentée, trop souvent repoussée. On le sait, il n'y a pas de planète B et parmi les convictions qui s'imposent, il y a celle qu'il n'y aura pas de système de santé résilient sans un environnement habitable. Alors le secteur mutualiste, lui, il se trouve quelque part à la croisée des chemins. Il est à la fois impacté par les effets du changement climatique sur la santé, mais il est aussi acteur de transformation par sa capacité d'innovation, de financement, mais aussi de pouvoir accompagner les solutions. La question aujourd'hui n'est plus est-ce qu'il faut agir. La question, c'est comment est-ce qu'on agit maintenant, concrètement, collectivement. Alors avant de répondre à cette question essentielle, je pense qu'il est important de comprendre ce qui est précisément en train de se jouer et les enjeux systémiques qui sont liés. Alors pour dresser le constat de l'urgence à agir, nous allons tout de suite nous connecter avec Christophe Sampels, qui est président de l'UMIA, spécialiste des modèles économiques durables et également des transitions à impact. Bonjour Christophe. Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous nous voyez, mais nous, on vous voit très bien. Merci beaucoup d'être connectés avec nous ce matin. Alors, je précise que vous travaillez depuis longtemps sur les liens entre économie, soutenabilité et également limites planétaires. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont ces limites, de quoi parle-t-on, et puis aussi en quoi elles devraient redéfinir justement en profondeur nos modèles économiques et sociaux? Merci Caroline. Alors effectivement, vous pourriez être surpris que nous démarrions cette séquence par des apports en sciences de la Terre, en sciences du vivant. En fait, elles sont essentielles. Ces apports sont essentiels parce qu'ils vont permettre de calibrer l'action, la nécessité de l'action, tant en intensité qu'en vitesse. Alors, ces limites planétaires, que sont-elles, hein? Peut-être avez-vous entendu parler de ces limites planétaires. Si j'en fais rapidement la genèse, en fait, elles prennent racine dans les travaux en paléoclimatologie, c'est-à-dire l'étude du climat sur des temps extrêmement longs. Que constatons-nous? Nous constatons que si on regarde l'évolution des températures sur un temps long, moins 500 millions d'années à nos jours, eh bien, ces températures ont évolué extrêmement significativement à la hausse, à la baisse. Mais il y a 11 800 ans, s'est passé un miracle, la stabilisation du climat, la stabilisation des températures. Et donc, les scientifiques ont essayé de comprendre quelles étaient les conditions, les processus en jeu qui avaient permis de réguler l'état d'équilibre du système Terre et de maintenir ces conditions d'équilibre. Et bien, vous aurez deviné que derrière ces 9 limites planétaires se cachent les 9 processus régulateurs des équilibres du système Terre. Alors, il y a le climat, bien évidemment, il y a la biodiversité, l'usage des sols, l'eau, les pollutions. Voilà, il y a 9 limites. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles interagissent les unes avec les autres, que les scientifiques ont pu pour chacune d'elles définir un seuil d'alerte à ne pas dépasser, au risque sinon que eh bien, nous augmentions la probabilité d'un effet d'emballement. Et aujourd'hui, 6 des 9 processus ont dépassé leur seuil d'alerte, pour certaines de manière extrêmement significative. Alors une fois ce constat posé, et on voit bien encore une fois l'urgence à agir, quels sont pour vous les leviers pour faire justement évoluer les organisations vers des modèles qui seraient compatibles avec ces limites, et puis aussi que peuvent faire des acteurs collectifs comme les mutuelles pour peser sur les filières? Alors, il va y avoir 2 grands enjeux, si je me positionne sur un niveau stratégique. D'abord, 2 grands enjeux. Un premier enjeu qui est bien connu, hein, ça fait 50 ans que la RSE plaide pour une réduction des impacts négatifs de nos activités économiques, humaines, sociales sur les écosystèmes. Il va falloir poursuivre cet effort, il va falloir l'intensifier pour aller à ce qu'on appelle les seuils incompressibles, c'est-à-dire aux objectifs qui sont fournis par la science. Mais corollairement à ça, ce que nous disent les limites planétaires, c'est que quand on a une baignoire qui déborde, que le robinet est grand ouvert et que la bonde est fermée, réduire d'un quart le débit du robinet ne suffit pas. Il faut générer des impacts positifs. Alors, sur quoi peut-on agir? Eh bien, on va pouvoir agir sur l'offre, sur les processus, sur la gestion des activités, sur l'organisation, sur le choix de ses ressources,
sur son infrastructure, on en dira peut-être un mot, mais il va falloir également agir sur la question du modèle économique. Le modèle économique, c'est peut-être l'élément le plus systémique d'une organisation, puisque il définit ce qu'une organisation propose à son marché, à ses destinataires, à ses usagers, à ses bénéficiaires, la manière dont elle en organise la production, les ressources dont elle a besoin et les activités qu'elle doit configurer, la manière dont elle rend ses services accessibles physiquement, comment fait-elle en sorte que ces services soient correctement appréhendés par les destinataires, et puis comment eh bien, tout ça pèse sur une structure de coûts et comment l'entreprise se rémunère. Ça, c'est le modèle économique. Le modèle économique, il va falloir le faire évoluer, il va falloir le rénover. Il y a beaucoup de pistes pour ça. Une parmi beaucoup d'autres, ce sont les modèles serviciels. Alors, que sont ces modèles serviciels? On va distinguer des modèles centrés sur l'usage et des modèles centrés sur la performance. Je vous donne des exemples très rapides. Nous pouvons acheter une machine à laver, mais nous pouvons tout aussi bien disposer de cette machine moyennant une facturation à l'usage. Qu'est-ce qui change? Mais il change que dans un modèle de vente, vous avez un intérêt économique à ce que cette machine dure finalement assez peu longtemps, puisque c'est le marché de remplacement qui va tirer la demande dont les entreprises ont besoin pour se développer. Par contre, si on met cette machine à la disposition des clients moyennant une facturation à l'usage, eh bien, cette machine a un intérêt économique à durer le plus longtemps possible. Et puis, il y a des sophistications à mettre en œuvre. Et on peut aller jusqu'à des contrats performantiels. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Vous pourriez vous dire, ok, mais moi je suis pas un vendeur de lave-linge, on est des mutuelles, on est des organisations de santé. Ben d'abord, ces modèles, ils permettent d'innover à la fois sur vos périmètres propres, mais ils permettent également de re-questionner certaines politiques d'achat, certaines politiques de gestion de certains équipements. Des équipements médicaux et des équipements infrastructurels. Je vous donne un exemple, la lumière. Aujourd'hui, un hôpital, une maison de retraite, un bâtiment de bureau a besoin de lumière pour fonctionner. Et le modèle économique classique d'un prestataire d'apport de lumière, c'est de la vente d'équipements lumineux. Eh bien, il existe une alternative, c'est ce qu'on appelle les contrats de Light as a Service ou apport de lumière par contrat serviciel, où l'idée n'est plus d'investir dans de l'équipement, mais d'acheter un service de mise à disposition de la bonne quantité de lumière, charge aux prestataires de réduire la consommation énergétique et d'en faire bénéficier les gains aux prestataires. Alors les résultats sont très très significatifs. Quand on passe à ce type de modèle, on est capable de réduire de 50, 55, 60% les économies d'énergie sans avoir à investir le moindre euro en point d'entrée. Et cette économie d'énergie, elle va être partagée entre le prestataire qui va supporter le coût de l'investissement et l'institution, par exemple, de santé. De telle sorte que ces contrats permettent une réduction très significative du coût du poste lumière sans avoir à investir le moindre euro. Ça marche pour la climatisation, ça marche pour la lumière, ça marche pour l'énergie, ça marche pour un parc informatique, ça marche pour beaucoup de choses. Et si je vous donne des chiffres, sur de la climatisation, par exemple, et Dieu sait que des institutions de santé ont besoin d'être climatisées, de la salle d'opération jusqu'aux chambres ou aux bureaux, eh bien, c'est des capacités d'économie pouvant aller jusqu'à 30% par rapport au poste climatisation actuel, tout en fournissant une amélioration de la rentabilité du prestataire. Ces modèles serviciels sont une réponse, il en existe beaucoup, beaucoup d'autres. Alors, un des leviers majeurs de la transition semble se jouer dans les territoires. On en parlera tout à l'heure avec nos deux prochains invités, mais comment faire des infrastructures de santé ou aussi d'accueil des espaces moteurs de la transition? Alors, je pourrais partager. Alors, effectivement, d'abord, l'échelon d'action à l'échelle des territoires est extrêmement importante, puisque les écosystèmes sont territorialement ancrés. Ils sont une réalité biophysique, écologique du monde et ils prennent racine dans les territoires. Donc, le périmètre d'action des territoires est extrêmement important. Je vous disais, quand nous énumérions la vaste liste des points sur lesquels nous pouvions agir, j'évoquais les infrastructures. Nous avons mené un travail sur le centre hospitalier de Grasse. On parle d'un hôpital complet avec l'ensemble des unités qu'on retrouve classiquement dans un hôpital. On a également une unité de soins psychiatriques, une maison de retraite sur site. On parle d'un espace foncier de 120 000 m² qui reprend tout ce qu'on trouve classiquement sur un site hospitalier. Il y avait des projets d'aménagement et d'évolution du foncier à travers des projets de rénovation, des projets d'autonomisation énergétique par installation de photovoltaïque. Nous avons proposé
d'amener une réflexion nouvelle qui s'inscrit dans un courant émergent de ce qu'on appelle l'urbanisme à visée régénérative et qui visait à adjoindre à ce travail de nouveaux objectifs, deux objectifs en particulier. Pouvons-nous, dans le travail que nous menons sur le foncier, faire évoluer positivement les conditions propices au beau développement de l'écosystème ou des écosystèmes sur site et au-delà? Et deuxièmement, pouvons-nous renforcer les services qui sont rendus par ces écosystèmes? Et donc, nous avons été capables d'identifier un ensemble de conditions et de services écosystémiques. Et notre objectif en termes d'évolution de site a été de renforcer ces conditions. On a pu les objectiver, hein, on est capable par exemple d'améliorer la séquestration carbone ou le stockage carbone sur site de 40%, on est capable d'augmenter la production d'oxygène, la capacité de filtration d'un ensemble de polluants. Et donc on a été capable de produire 45 scénarios d'évolution de site qui trouvent également un rationnel économique et qui trouvent également un rationnel social et humain qui reboucle sur l'activité de l'entreprise, sur l'activité de l'hôpital, puisqu'il a été démontré aujourd'hui, à travers un ensemble de travaux scientifiques, que reconnecter un patient à un environnement naturel va lui offrir de très nombreux bénéfices, en ce compris sur un plan thérapeutique, en ce compris sur la gestion de sa douleur, en ce compris sur la vitesse de récupération post-traitement, post-opératoire. Et donc on voit qu'au départ de l'infrastructure foncière, on est capable d'adresser des sujets qui vont jusqu'au cœur de métier de l'hôpital et qui constituent une première mise en mouvement appelant d'autres dynamiques de transformation beaucoup plus ambitieuses. Et donc le message clé, c'est voilà par exemple un bon premier point de départ pour mettre un pied à l'exercice et pour ensuite se laisser entraîner sur l'ensemble des effets positifs que ce type de projet est susceptible de générer. Merci infiniment Christophe pour ce cadrage essentiel. Nous allons donc poursuivre nos échanges avec, je vous l'annonçais, nos deux prochains invités qui vont me rejoindre tout de suite sur scène. Il s'agit d'Antoine Denoy, directeur général d'AXA Climate, et également Adrien Courret, directeur général d'AEMA Group et président d'Ophi Invest. On peut les applaudir. Alors messieurs, bonjour. J'aimerais forcément vous faire réagir aux propos de Christophe. Alors, on parle d'un système sous pression, de modèles qui sont aussi à bout de souffle. Vous, en tant qu'acteur du secteur de l'assurance, mais également du secteur mutualiste, comment résonne ce constat pour vous et aussi avec ce que vous observez forcément au quotidien ? Alors déjà, Christophe est quelqu'un de passionnant, et pour ceux qui sont frustrés d'avoir vu la vidéo s'arrêter, sachez que sur Internet, quand vous tapez son nom, vous avez plein de belles vidéos. De quoi prolonger. De quoi prolonger l'exercice. Alors nous, moi je fais de l'assurance dans une petite entité qui s'appelle AXA Climate. On est spécialisé sur l'adaptation climatique et environnementale, et on est tout jeune puisqu'on s'est lancé en 2018. On est 250, et on est une bonne moitié de scientifiques, les fameux scientifiques dont parlait Christophe. Il y a 3 chamboulements pour nous par rapport à ces risques climatiques en tant qu'assureur. Je vais parler plutôt du property, enfin du dommage. On aime les statistiques, ça ne marche plus. Quand on doit prévoir, comme on doit le faire, une sécheresse, par exemple au niveau du Rhin, on ne peut plus regarder simplement des statistiques des 30 dernières années parce qu'on sous-estime systématiquement le risque de sécheresse. Et donc il faut remplacer les actuaires, les statisticiens, je caricature un peu le propos, vous me le pardonnez, par des scientifiques qui vont modéliser la fonte des glaciers, qui vont modéliser les précipitations à venir pour avoir une meilleure idée du risque. On aime l'uniformité, les standards, tout est singulier. Le risque climatique, par définition, c'est très local. J'ai beaucoup travaillé sur les inondations dans le nord de la France. À un numéro de rue de près, vous êtes inondé ou pas. Ça dépend de l'hydrologie, de la géologie, du sociotechnique, de l'histoire du lieu. Et donc chaque risque est hyper local. Si je prends un exemple, le retrait-gonflement d'argile, que vous connaissez probablement bien, il y a 11 millions de foyers en France qui sont touchés par des fissures du bâtiment, qui sont pas directement liées au dérèglement climatique, mais pour lequel ça va s'aggraver, qui sont des successions rapides de sécheresse et d'humidité. Eh bien, en fait, moi, je parle avec des agents d'assurance qui me disent « Antoine, c'est un drame parce qu'on aurait envie de donner des conseils à nos maisons fissurées, mais en fonction du village où on est, le conseil est différent. Dans un village, il va falloir couper les arbres pour éviter l'humidité, et puis dans le village d'à côté, la prévention et l'acte de prévention sera différent. Et donc, tout est singulier. Ça, c'est la deuxième révolution. Et puis, le troisième choc, c'est qu'on aime optimiser les segments. On aime avoir des segments santé de produits, des segments dommages, des segments de prévoyance. Et pourtant, tout est mélangé.
Et ce qui est intéressant sur le risque climatique, c'est de partir de l'environnement et de faire autre chose que l'environnement à la fin. Je sais qu'Adrien en dira quelques mots. 2 exemples hyper simples. Vous avez un lien direct entre la santé du sol et la santé humaine. Les scientifiques ont montré que si nos vaches, dans nos campagnes, sont nourries davantage au lin, aux graines de lin, qu'au maïs et au colza et au soja importés, eh bien, c'est un impact directement sur la teneur en oméga 3 du lait, du beurre, et donc, in fine, de nos bébés, de nos enfants, et puis de nous-mêmes quand on mange ces aliments. Et donc, une capacité à lutter contre ces maladies chroniques dont parlait la ministre plus tôt ce matin. Et puis l'autre exemple sur la santé du sol, c'est ces fameux pesticides qui font partie de l'équation de l'architecture du système de production actuel en agriculture, surtout sur les grandes cultures. En fait, les pesticides, évidemment, on parle beaucoup du lien au sol, de la pollution des nappes phréatiques, des coûts de traitement pour la collectivité liés à ces polluants, mais il y a aussi, évidemment, des impacts directs sur la santé des agriculteurs. Donc voilà, je dirais aimer la science, aimer faire des liens, et aimer le local. Voilà, on n'avait pas trop l'habitude, en tout cas dans la maison que je représente. Il va falloir s'y mettre. Merci beaucoup Antoine. Alors, vous Adrien, quels impacts est-ce que vous notez au quotidien ? Alors, bonjour à tous d'abord, et effectivement je vais aller dans le sens d'Antoine. On a envie d'enfermer la thématique climat comme parfois la thématique santé dans une case. Nous, de notre poste d'observation du groupe AEMA, on est autant présent en complémentaire santé qu'en assurance dommages, qu'en assurance des entreprises, qu'en assurance agricole. On voit bien que pour les populations et pour le monde économique, c'est partout et tout le temps. Souvent, on retient les grands phénomènes les plus spectaculaires, mais en réalité, aujourd'hui, il suffit d'ouvrir tous les jours la presse quotidienne régionale pour voir des petites histoires du changement climatique, pour voir... Par exemple, dans le pays bigoudin, je disais l'autre jour, un retrait de trait de côte et donc des personnes qui doivent être expropriées pour être relogées ailleurs. Tu as évoqué les inondations dans le Nord-Pas-de-Calais il y a 2 ans, mais en fait, il y a toute l'histoire de l'après qui se pose. C'est les rendements agricoles qui décroissent et donc les vies d'agriculteurs qui sont bouleversées. Dit autrement, le changement climatique pour les populations, ça devient un sujet social. Ça introduit cette idée qui est quand même totalement nouvelle en France, que peut-être demain, on ne pourra plus vivre, au sens habiter, mais aussi exercer une activité, comme on le veut sur ces éléments-là. On le mesure aussi, au niveau du groupe AEMA, on fait un observatoire de la protection tous les ans, depuis 4 ans. Et en 2021, on a posé pour la première fois la question aux Français, est-ce que vous vous sentez bien protégé, en général ? 17% en 2021 disaient, on se sent très mal protégé. La mesure là qu'on a faite en 2025, c'est 31%, ça a quasiment doublé. Et quels sont les 2 facteurs importants de ce doublement ? C'est la question de la santé et c'est la question du climat. En revanche, quand on demande aux personnes, est-ce que vous seriez prêt à investir un petit peu plus, à dépenser un petit peu plus pour être mieux protégé ? Les 2 tiers répondent oui. C'est-à-dire qu'il y a une conscience du rôle et de l'action qu'on peut avoir qui dépasse, et ça c'est une très bonne nouvelle pour nous, le rôle du consommateur. Il y a une dimension qui est très forte par rapport à ça. Un point d'inquiétude néanmoins, c'est les conséquences politiques, y compris pour un pays comme la France, sur le changement climatique. Et moi, je suis frappé de voir de plus en plus, à la suite d'un événement climatique, on a vu beaucoup d'inondations depuis le début de l'année, avec très souvent des couvertures médiatiques, locales ou nationales, très importantes. Et je suis frappé et un peu inquiet de voir de plus en plus dans les micro-trottoirs qui font suite à ces événements, certaines expressions, alors c'est évidemment un instantané, c'est parfois 1 ou 2 personnes, mais ça dit toujours quelque chose, qui commencent à dire « mais moi, il n'est pas question qui habite ici, dans telle région qui n'a pas été touchée, que je paye pour les gens qui habitent là-bas ». Et donc la question de la solidarité, ou plus techniquement, la prise de conscience qu'on est tous mutualisés dans le risque, et c'est en particulier vrai sur le risque climatique. Et ça, pour nous, mutuel, je pense que c'est un élément très important. Finalement, les conséquences environnementales, elles ne sont pas que de l'environnement, elles ne sont pas que sur les lieux des habitats. Demain, on aura des conséquences politiques, d'attitude en fait, des citoyens par rapport à ces éléments-là. Et c'est aussi un volet sur lequel on a à porter un message et à agir. Et si on cite le secteur de l'assurance et les catastrophes naturelles, ce principe de solidarité, c'est la force de notre modèle qui est absolument essentiel. Vous vouliez commenter, Antoine ? Ah non, pardon. J'ai évoqué, les mutuelles sont à la fois exposées, mais elles sont aussi potentiellement actrices clés de cette transition, de cette transformation. Quelles actions, peut-être pour être très concret encore une fois, quelles actions est-ce que vous, à votre niveau, vous avez déjà mises en place, et aussi quels leviers vous paraissent aujourd'hui les plus efficaces ? Alors, nous, ce qu'on fait, on est une petite structure, mais c'est intéressant parce qu'on fait figure un peu de laboratoire de ces problématiques, peut-être pour vous. Nous, on forme.
étonnamment, notre cœur de métier, c'est de former. C'est comme ça qu'on gagne notre vie, c'est notre modèle économique. Pourquoi on forme? Parce qu'en fait, on ne peut pas traiter le risque climatique comme on a traité des logiques de carbone et de décarbonation dans nos entreprises. On ne peut pas rester sur la planification. Parce que si vous suivez mon raisonnement, comme tout est local, il faut faire confiance aux acteurs locaux dans nos grands groupes pour trouver les solutions eux-mêmes. Donc il faut former. Et donc une grande partie de la solution, c'est de la formation pour sensibiliser. Alors, je dis souvent, on n'a pas d'excuses, on devrait connaître le climat à Agen, ici, comme on connaît la météo du jour. Il fait chaud aujourd'hui. Il suffit de regarder la télé le matin ou écouter la radio et puis regarder le ciel. On n'a pas d'excuses, les scientifiques ne se trompent pas malheureusement. On devrait connaître tous le climat à 2030 à 2050 sur nos implantations physiques, sur nos lieux d'habitation, sur nos sièges sociaux, dans nos hôpitaux, sur nos centres de soins. Et donc tout est disponible. Il faut participer à cette sensibilisation. Et puis là où on cherche à œuvrer, je donnerai aussi quelques exemples après, c'est à la coopération. Alors vous pourriez dire, qu'est-ce qui fait que Antoine, tu arrives à garder, pas le sourire, pas à ce point-là, mais un certain optimisme, alors que ça fait 6 ans que tu travailles avec des scientifiques qui t'expliquent globalement que le monde va mal? C'est parce que j'y vois, dans ce risque climatique, une formidable opportunité de coopération. Dans les entreprises qu'on accompagne, certaines, le premier réflexe, c'est de dire, je vais protéger, par exemple, mes bâtiments, mes centres de soins. Et donc, je suis OK. Ceinture et bretelles, je suis protégé, je suis adapté. Mais très vite, les équipes comprennent qu'en fait, si la route à côté est bloquée, s'il n'y a plus de télécommunications, si les collaborateurs ont les pieds dans l'eau, par exemple dans le bassin du Nord-Pas-de-Calais, très industrialisé du côté de Dunkerque, mais où les gens vivent finalement dans les RPI, il n'y a pas d'activité. Donc en fait, ce risque climatique sensibilise profondément les entreprises au fait de résister ensemble, localement, à travers une logique territoriale. Je donnerai un exemple de ça, c'est l'agriculture. Quand on dit la transition agricole est l'affaire de tous, c'est tout à fait vrai, on doit être tous solidaires des agriculteurs, parce qu'un agriculteur, par exemple, qui change ses pratiques et qui va, je reviens à l'exemple de l'élevage, arrêter d'importer du maïs et du soja et qui va remettre de l'herbe et de la prairie dans son territoire, ça va ralentir le cycle de l'eau et ça va améliorer la résilience à l'inondation des bâtiments autour. Il y a un autre exemple aussi qui relève de l'agriculture, qui est aussi assez simple à comprendre, qui est la baisse de chimie, des pesticides, des fongicides. Vous avez moins de polluants, vous avez une économie de traitement et de coûts de traitement pour l'agence de l'eau à côté, pour rendre potable l'eau qu'on boit. Et donc vous avez potentiellement des coopérations à trouver entre acteurs. Et donc une partie de notre travail, c'est maintenant de prendre ces cartes de risque qui inquiètent tout le monde et de dire à nos entreprises, s'il vous plaît, allez les partager à vos voisins. Allez le partager, par exemple, quand vous opérez à Gennevilliers et vous êtes sensible à la crue de la Seine à venir, au maire de Gennevilliers du coin, pour trouver des solutions ensemble et donc arriver à s'adapter, pas uniquement les uns les autres, mais le territoire en tant que tel. Et s'aimer et coopérer. Vous parlez souvent, Adrien, d'un triptyque. Est-ce que je peux vous laisser développer ? Oui, exactement. Et en relais là, encore de ce qu'a dit Antoine, je pense que le triptyque qui consiste à mutualiser, prévenir et interpeller. Demain, les solutions assurantielles, même dans un monde où le risque climatique est là et accroît les besoins de couverture des populations, on peut le maintenir à une seule condition, c'est de maintenir cette dimension collective de la protection et de l'assurance qu'on résume par ce beau mot de mutualisation, qui est d'ailleurs un mot que le mouvement mutualiste doit totalement se réapproprier. Donc mutualiser, c'est partager des risques. Le faire avec l'esprit mutualiste, c'est le faire avec un esprit solidaire. Et derrière, les autres sujets sont des leviers qui permettront de maintenir cette mutualisation dans le temps. Alors, la question de la prévention, elle a été soulignée à de nombreuses reprises, mais elle s'accompagne d'abord d'une connaissance du risque. Aujourd'hui, la question de la santé environnementale, des déterminants environnementaux de la santé, par exemple, c'est finalement un champ qui est relativement nouveau et qui doit être documenté. Nous, acteurs mutualistes, nous le faisons au niveau du groupe AEMA, nous devons être acteurs de cette nouvelle connaissance. On doit financer, accompagner des thèses, des recherches qui nécessairement s'inscrivent dans le temps long et qui sont une façon aussi de venir peser et influencer la décision politique et la décision publique. Il y a la question de la prévention près de chez soi. On a utilisé le mot ce matin d'éducation populaire. Il y a la dimension locale qui est très forte. On a une chance formidable, il y a des entreprises privées qui tueraient pour ça, qui est d'avoir un réseau de proximité, notamment par les délégués. Les actions mutualistes, c'est comme ça qu'on les appelle dans notre groupe, elles représentent chaque année des milliers de points de contact possibles pour parler de plein de sujets de la vie quotidienne,
mais aussi de ces éléments-là. Donc ça, ce réseau-là, il faut l'utiliser fortement. Et puis à risque nouveau, expérimentation nouvelle. Je vais donner un exemple sur la partie de l'assurance dommage. Tu as évoqué les fissures dans les maisons. Alors, ce n'est pas juste des maisons qui se fissurent, c'est des personnes qui, du jour au lendemain, se disent « mais ma construction d'une vie peut être totalement remise en question ». Et ça apporte évidemment une précarité de vie, mais une précarité mentale qui est extrêmement importante. Et en fait, pourquoi une maison se fissure ou pas, ou qu'est-ce qu'on peut faire pour le prévenir, c'est quelque chose qui est assez peu documenté et étudié. Et donc, on a mis en place, au niveau de toute la profession, la première expérimentation. C'est une cohorte de 100 maisons sur lesquelles on étudie, qui sont sur des sols argileux, qui sont exposés aux fissures, et sur lesquelles on vérifie, selon qu'on change la nature du terrain, selon qu'on hydrate le sol, selon qu'on coupe des arbres, parce que vous savez que les arbres, ils participent malheureusement à la contraction des sols, est-ce que ça améliore la résilience des maisons? Donc il faut aller sur ces expérimentations-là qui sont extrêmement importantes. Et puis un rôle qui est un rôle d'interpellation. Et c'est l'occasion pour moi de dire quelque chose qui pourra peut-être paraître un peu provocant s'agissant de la prévention, mais le problème qu'on a tous quand on met en place des systèmes de prévention à l'échelle de nos mutuelles, c'est le passage à l'échelle. On sent bien qu'on arrive à toucher finement certaines populations, mais comment on fait pour avoir un impact aussi systémique que l'ensemble des phénomènes que l'on traite? C'est là où la question de la régulation est importante. C'est là où c'est dans notre rôle concret d'aller interpeller les pouvoirs publics sur la mise en place de nouvelles règles. Et on en a eu l'exemple récemment, l'arrivée de la loi du plomb, remettant en cause la contention au niveau des pesticides, la remise en cause des zones de faible émission, par exemple. C'est aussi dans notre rôle concret, pour tenir les deux extrémités du spectre, comme le disait Laurent Berger tout à l'heure. On doit agir en local, on doit agir systémique. On représente un poids important et donc on doit aussi oser prendre la parole, et la fédération le fait remarquablement, sur ces sujets qui finissent par tomber sur la santé des Français. Globalement, on voit bien qu'on a du mal à se projeter et à réfléchir avec une vision long terme. Est-ce qu'on peut vraiment sortir d'un modèle court-termiste? Et puis, à quoi ça ressemblerait, quelque part, un modèle économique qui serait compatible avec les enjeux de soutenabilité? Antoine. Alors, je ne suis pas du tout un expert des mutuelles. Ce qui est amusant, c'est que c'est une question que je me suis posée il y a 1 ou 2 ans, quand je devais penser la suite de l'entreprise que j'avais lancée il y a 6 ans, de dire mais comment tu as vraiment de l'impact sur les enjeux d'assurabilité? C'est exactement la question que je me suis posée. Et donc j'ai ouvert énormément de livres d'histoire, et c'est là où je me suis passionné pour le phénomène de la mutuelle, ce qui donne peut-être du sens à ma présence ici aujourd'hui. Donc je suis devenu, pas expert, mais en tout cas un peu plus sachant sur ces sujets. Et j'ai trouvé dans le premier geste, qui est le geste de la mutuelle, historique, et même il y a quelques siècles, un geste très intéressant pour aborder ce sujet de l'assurabilité. Et je vous en donner 2 exemples assez simples, qui sont encore hypothétiques, mais que j'ai en tête pour exécuter et pour essayer d'y contribuer. Le premier, c'est ces inondations. Moi, je suis rentré vraiment chez des habitants, comme l'a fait Adrien, qui rebâtissaient à l'identique, en l'occurrence à Montreuil-sur-Mer, là où j'ai travaillé, quasiment à l'identique. Et la famille de me dire, j'étais avec un architecte qui était surpris qu'on rebâtisse des prises électriques à 10 cm du sol dans le logement rénové. Et la famille de me dire en plus, alors vous savez, on va avoir un nouveau bébé, et puis on a grandi, et ils avaient agrandi sur la zone inondable, qui donnait vraiment sur le jardin. Je vous caricature un peu le propos, enfin c'est véritable, pour vous montrer qu'on rebâtit à l'identique. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui est nécessaire de mettre en place pour que ça change? Je ne dis pas que j'ai la solution, mais le rêve que je fais, c'est de dire, in fine, l'enjeu, il est évidemment beaucoup plus holistique, c'est pas juste ce bâtiment, c'est l'aménagement du territoire. Quand vous êtes à Montreuil-sur-Mer, vous avez tous les bâtiments, tous les pavillons qui ne regardent pas le cours d'eau. C'est très étonnant. Les Néerlandais, par exemple, apprennent à vivre avec l'eau. On se dit, dans une zone inondable, on a intérêt à avoir des fenêtres qui regardent le cours d'eau alentour et qui le voient monter. Donc vous avez tout un réaménagement du territoire à effectuer. Et donc l'idée, ce serait de dire, si on revenait au geste mutuel d'origine pour l'habitation, pour le dommage, si on mettait le promoteur, le constructeur, les assureurs locaux, les banquiers ensemble, pour faire finalement pas une grande norme nationale sur comment on construit un bâtiment, mais simplement une norme adaptée à l'enjeu local, à Montreuil-sur-Mer, là on crée quelque chose. Et pourquoi ça me donne de l'espoir? Parce que là on bosse avec des gens qui ont intérêt à ce qu'on s'en sorte. Parce que comme le dit Adrien, les gens ils n'ont pas envie de déménager. Et donc là on réunit des gens qui vont œuvrer autour de la table à la viabilité de leur territoire. Et donc le deuxième exemple, et après je laisse la parole à Adrien, mais il est intéressant, c'est un peu mon obsession, c'est ce sur quoi on travaille davantage, c'est l'agriculture.
L'agricole, c'est très intéressant parce que là, pareil, on va revenir à l'esprit de la solidarité, la démocratie directe, de la non-lucrativité chère à la mutuelle. On en a besoin, les agriculteurs ne sont pas assurés. Le taux d'adoption de l'assurance agricole, il est en dessous de 20%. Et ils prennent toute la charge du risque. Et ils ont à la fois la réglementation sur la biodiversité, mais ils ont plus d'aléas climatiques, et donc une vraie variabilité. Et la petite ligne qui n'est jamais sécurisée pour un agriculteur en France, c'est la petite ligne à la fin du compte de résultat qui est son revenu. Donc en fait, la plupart des agriculteurs ne vivent pas de ce qu'ils font. Qu'est-ce que c'est qu'inventer une garantie de revenus, par exemple, pour certains agriculteurs, sous conditionnalité de transition? Qu'est-ce que ça veut dire de sortir, de fabriquer ce type d'assurance un peu inhabituelle? On a plutôt des assurances au rendement agricole quand on est sur le marché actuel, mais qui va nécessiter à un moment donné, à la collectivité locale, à l'agence de l'eau, à celui qui achète le blé, le lin, le févrole, de se mettre autour de la table sur un territoire comme par exemple les Pyrénées-Orientales, où il y a beaucoup d'arboriculture et de viticulture, et de trouver des solutions ensemble, de capitaliser une protection qui est une protection économique. Ça, c'est très intéressant, et ça nous ramène, là je suis très heureux de pouvoir en témoigner aujourd'hui, ça nous ramène vraiment à l'esprit mutuel, en fait, cette façon d'attaquer l'enjeu d'assurabilité. J'aimerais vous faire réagir aux premiers propos d'Antoine, parce que quand vous évoquez l'action collective et encore une fois la notion de coopération, c'est une idée que vous défendez également. Oui, elle est fondamentale par rapport à des risques qui sont systémiques, complexes, et donc où personne ne détient tout seul la solution, et pas mal de monde sont concernés. Et pour revenir au premier mot que vous avez utilisé, le court-termisme, alors c'est souvent un mot qu'on utilise de façon péjorative, mais enfin, il faut quand même bien gérer le court terme. Oui, les assureurs le savent, il faut agir dans l'urgence. Et donc je pense que la question n'est pas simplement d'opposer le court terme et le long terme, il faut les deux, enfin, ou le moyen terme entre les deux. C'est plutôt le défaut de stratégie, en réalité. On le vit sur l'environnement, comme on le vit aujourd'hui d'ailleurs sur la santé, qui est un sujet complexe, où finalement, qui dans la salle serait capable de me dire quels sont les 2-3 grands objectifs France Santé 2030 sur lesquels on devrait tous travailler ensemble? Et partant de ce principe, comment on se met tous autour de la table et comment on y travaille ensemble? Sur la question climatique, on a vu un plan national d'adaptation au changement climatique national qui s'est réalisé, qui est bien, mais il faudrait des plans d'action locaux. Pour moi, en matière de prévention et d'anticipation, on a un exemple, alors qui va vous paraître peut-être un peu tiré par les cheveux, mais qui montre que ça marche, et ça marche en collectif. C'est l'exemple de la prévention routière. Donc là, je prends vraiment la casquette de l'assureur dommage. Il ne faut pas oublier qu'il y a 40 ans en France, il y avait 10 000 morts sur la route. Aujourd'hui, il y en a 3 000. Donc c'était 10 000 familles endeuillées, c'était 10 000 drames absolus. Et qu'à un moment, il y a une décision collective de dire, bon, voilà, il faut réduire absolument ce nombre. Comment ça s'est fait ? Ça ne s'est pas fait par une somme de décrets et d'interdits. Ça s'est d'abord fait en mettant les acteurs autour de la table. Évidemment, les pouvoirs publics, mais les associations de conducteurs, mais les assureurs, mais les constructeurs d'infrastructures. Il y a des décisions courageuses et impopulaires qui ont été prises. Parce qu'il ne faut jamais oublier que les premières grandes décisions de prévention sont des décisions d'interdiction ou de limitation des comportements, ça n'est pas que de l'incitation à faire. Donc ça a été les limitations de vitesse, ça a été la ceinture de sécurité, ça a été des normes pour les constructeurs automobiles. Et ça a marché parce qu'il y a eu une adhésion ou une compréhension de la population. Et c'est ça, en fait, pour moi, qu'apporte le cadre collectif. Ce n'est pas simplement d'être plus intelligent autour d'une table, c'est derrière d'avoir des relais qui peuvent permettre de faire passer des décisions qui, parfois, individuellement, grattent, sont impopulaires. Donc ce mode d'action-là me paraît très, très important. Il manque aujourd'hui, d'ailleurs, autant dans le monde de la santé que dans le monde de l'adaptation à l'environnement, mais ça existe, ça peut marcher. Je pense que c'est un sujet, on a entendu les discours ce matin, sur lesquels on pourrait avancer, en tout cas commencer par là. Alors vous avez évoqué tout à l'heure le fait de passer du national et de redescendre à un échelon local, et en tenant compte des spécificités de chaque territoire et de chaque localité. On va parler des territoires parce qu'on sait à quel point les territoires ont un rôle clé à jouer. Et alors justement, si on parle des mutuelles, quel rôle les mutuelles peuvent-elles jouer dans les territoires ? Alors les mutuelles, elles ont une chance formidable, c'est qu'elles peuvent faire l'élastique entre le local et l'enjeu global, national, mais qu'on pourrait aussi appeler de culturel. La première force d'un groupe comme le nôtre, avec 2 mutuelles très fortes qui sont Massif et Aesio Mutuelles, c'est le réseau de délégués mutualistes. C'est 1500 délégués mutualistes qui ont vraiment une mission alors de gouvernance évidemment, mais aussi une mission de présence, de proximité extrêmement forte, qui se structure autour de programmes d'action
qui sont déterminés par mandature et sur lesquels les sujets de prévention, justement, prennent une place de plus en plus importante. Donc ce sont chaque année 3000 actions de proximité dans tous les territoires qui sont faites sur ces thématiques-là. La thématique de, par exemple, comment faire attention en cas de météo qui est défavorable, comment faire attention avec l'air qui devient de plus en plus pollué, à avoir les bons comportements et à ne pas mettre sa santé en danger. Cette dimension réticulaire, elle est extrêmement importante. Mais elle ne doit pas occulter l'autre. Il ne faut pas opposer le bon local et le mauvais global et national, parce que la mutualité, elle déploie aussi par les marques des mutuelles, par les moyens mobilisés, les moyens financiers aussi. Hein. Les sociétaires, les adhérents nous confient des masses financières que l'on investit derrière. Et donc, à l'autre extrémité du spectre, on a des engagements importants qui peuvent revenir au territoire. Nous sommes un gros investisseur, notamment au travers d'Ophi Invest. Évidemment, nous voulons donner un sens, dans le sens des transitions, à ces investissements. Aller dans le sens des transitions, c'est évidemment manier des grandes masses financières, mais au bout du bout, sélectionner des projets qui sont des projets locaux. Et on a finalement, au fur et à mesure des années, développé des projets innovants qui vont dans le sens de la régénération des sols, qui vont dans le sens du nettoyage des océans, qui vont dans le sens des énergies vertes. Et c'est une autre action, c'est vrai qu'on en parle un petit peu moins, parce que ça paraît être moins direct dans le métier. Moi, j'ai souvent coutume de dire qu'on a deux métiers quand on est une mutuelle. On a le métier de l'assureur et du gestionnaire de risque, et on a le métier de l'investisseur. Et ce métier est extrêmement important, il est fondamental. Et c'est comme ça qu'on redevient local, quelque part. La boucle se boucle et on est dans une sorte d'économie circulaire, finalement. Antoine, je vous laisse compléter. Alors, tout à fait. Donc, on a quand même des mutuelles chez AXA. Donc, c'est aussi un véhicule de ce qu'exprimait Adrien, de financement aussi d'initiatives qui ont du sens au niveau local. Et j'en ai une avec laquelle je travaille, avec AXA France, qui est donc le territoire des Pyrénées-Orientales. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de Catalans dans la salle. Donc, grosse sécheresse, le château d'eau des Pyrénées qui s'assèche, et fondamentalement le risque, ce qu'on décrivait tout à l'heure avec Adrien, qui est un effet systémique, un effet négatif boule de neige. Moins d'eau, moins de rendement agricole, paupérisation. C'est déjà le département le plus pauvre de l'Hexagone. Et donc des vrais risques de conflit. Et tout ce à quoi peut aussi œuvrer la mutuelle, les mutuelles du territoire, c'est d'éviter les conflits. Et là, typiquement, ce qui est intéressant, j'y ai passé beaucoup de temps. Étant parisien, il fallait aussi que je fasse mon travail de connexion au territoire dont je parle. Donc j'y ai vécu un certain temps. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au moment des arrêtés sécheresse, il y a un conflit potentiel latent entre le secteur du tourisme et le secteur de l'agriculture. Parce qu'il y a interdiction des piscines individuelles, parce que les agriculteurs qui voient leur rendement s'effondrer déplorent qu'il y ait des touristes qui continuent à passer du bon temps sur la côte dans les piscines. Je caricature. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on prend le tourisme, c'est 1% des prélèvements d'eau du département. L'agriculture, 70%. Le réflexe classique de l'acteur qui a des hôtels sur la côte, dans les Pyrénées-Orientales, c'est de dire « c'est pas mon problème ». La gestion de l'eau, c'est le problème du voisin. Par contre, si cet acteur du tourisme comprend, ça paraît évident, mais encore faut-il le mettre en lumière, que si l'agriculteur s'effondre à côté, le voisin, s'il va bloquer les routes comme il l'a fait, si le journaliste de TF1 descend, et s'il y a un reportage au JT de 20h qui dit qu'il y a des problèmes dans la région, il y a moins de touristes l'année d'après. Et ça, c'est une réalité du territoire. Et donc là, tout l'enjeu de la mutuelle, c'est de rendre visibles ces liens d'interdépendance entre potentiellement des secteurs en conflit latent pour les amener à coopérer. Donc là, on travaille sur un projet où les acteurs du tourisme financent une étude dédiée à aider, en termes techniques et agronomiques, la transition de l'arboriculture. Voilà, ça paraît tout petit, mais je trouve que c'est un signal intéressant de cette coopération et du rôle de la mutuelle à faire ces liens entre des secteurs pour éviter simplement le conflit. Hein. Et lié à l'eau, c'est un vrai sujet. Très intéressant comme exemple, merci de nous l'avoir partagé. Alors on va prendre dans un instant quelques questions de la salle. Juste avant, j'aimerais vous demander si vous aviez un message à adresser à vos homologues, à celles et ceux qui hésiteraient encore de s'engager à agir. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? Alors, contactez-moi, parce que moi je cherche à travailler avec des hommes et des femmes de bonne volonté sur le sujet. Non, vraiment, je le dis avec beaucoup de sincérité, donc vous aurez mes coordonnées. Et puis sinon, moi, la phrase qui me vient, c'était une vidéo que j'avais vue, parce que moi je me suis lancé sur le climat il y a 6 ans, je connaissais pas grand-chose avant, j'étais plutôt du domaine technologique, data, et j'ai été tombé sur une vidéo de Valérie Masson-Delmotte, que vous connaissez probablement, qui est responsable du GIEC, et qui était auditée par des sénateurs, et donc elle racontait le sort de la planète tel qu'on vous le raconte depuis ce matin. Et puis le sénateur, qui avait envie de bien faire, lui disant « mais Valérie ou Madame Masson-Delmotte, qu'est-ce qu'on doit faire ?»
Et elle lui dit « être courageux ». Voilà, un peu de courage. Donc je trouvais ça intéressant, la notion de courage, le pas de côté qu'on fait par rapport à nos métiers pour aller affronter ces sujets. Donc voilà, c'était juste l'anecdote qui, moi, en tout cas, m'aide à trouver de l'engagement au quotidien. Donc du courage et contacter Antoine. Adrien? Non, on a vu depuis ce matin qu'on est dans l'âge des défis, dans l'âge d'expérimentation. Pour nous, ça doit être un âge de l'autonomie, ne pas tout attendre de l'État. Je pense qu'on en a eu l'illustration ce matin. Et donc ça nous amène à être combatifs sur ces sujets-là. Et c'est aussi l'état d'esprit que j'ai trouvé dans le discours de la fédération. Donc ça me rend extrêmement optimiste pour l'avenir. Merci beaucoup. Alors nous allons à présent vous laisser la parole. Je vois que nos volontaires sont en place. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions ? Je sais que vous avez très envie de déjeuner, mais profitez de cette occasion. Ah, je vois le panneau numéro 4 qui se lève. Le micro qui arrive jusqu'à vous, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour l'intervention riche. La qualité du propos, c'était vraiment inspirant. Et comme c'est le titre du congrès, je vous en remercie beaucoup. Vous n'avez pas abordé sur la question des valeurs, la question notamment de ce qui est offert gratuitement par la nature, puisque l'on parle du dérèglement environnemental. On voit qu'on a le même problème avec les mutuelles sur le tiers payant. Ce qui n'a pas de valeur ne vaut rien. Ce qui ne vaut rien, nous le détruisons. Et donc nous nous retrouvons confrontés à un problème sur cette question de la valeur. J'aurais bien aimé vous entendre à ce sujet. Alors moi j'ai une anecdote, je suis monsieur anecdote. Il faut se méfier de la valeur, évidemment il faut donner une valeur aux choses, mais j'ai eu un débat avec un directeur financier d'une entreprise industrielle qu'on devait convaincre avec sa direction RSE de mettre un système de traitement de recyclage de l'eau. Vous savez, en circuit fermé, parce qu'il y avait des problèmes de sécheresse aux alentours. Et ce directeur financier de me dire, écoute Antoine, c'est sympa ton truc, mais ça n'a pas de rentabilité. Tu me demandes de mettre de l'argent sur un système qui n'est pas rentable. Pourquoi ? Parce que le prix de l'eau, ça ne vaut pas grand-chose. Et donc je me suis dit, bon, donc j'ai suivi un peu votre raisonnement, hein, c'est une anecdote, mais je me suis dit, le prix est important. Mais en fait, je me suis dit, mais j'ai beau prendre son Excel et mettre le prix de l'eau, le multiplier par 3, par 4, par 10, ce sera toujours pas rentable. Et donc le raisonnement où je veux en venir, c'est de dire, est-ce qu'on ne doit pas changer nos modes de décision économiques et financières et donner enfin une valeur à la résilience, qui est l'éléphant dans la pièce. On en parle tous, mais personne vraiment la modélise. Et donc ce directeur financier, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a modélisé le nombre d'arrêtés sécheresse qui allait arriver dans sa région dans les 10 à 20 ans. J'ai un peu forcé mes scientifiques à sortir du bois sur ça, parce qu'il y a beaucoup de pincettes à prendre, évidemment. Et donc tout d'un coup, en fait, ils voient toutes les sommes, le nombre d'heures de production perdues, et c'est des millions, et tout à coup, il investit. Voilà. Donc en fait, je dirais que la façon de prendre le sujet, c'est de ne pas rester obsessionnel du prix et de la valeur, mais d'essayer de se battre pour donner aux gens envie de se battre pour la résilience et les amener à raisonner par le risque, en fait. Ce qui est paradoxalement pas forcément répandu dans les boîtes. Vous vouliez commenter, pardon, André. On va prendre une autre question. Lancez-vous. On dit que ventre affamé n'a pas d'oreille. Belle expression. Dernier appel, est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle ? Ou est-ce que vous avez vraiment très faim ? Allez, on annonce donc la fin de cette séquence. C'est ça, la fin, exactement. Merci pour le jeu de mots. Merci infiniment. Adrien et Antoine, on peut vous applaudir. Merci beaucoup pour vos témoignages et pour ces éclairages. Et me concernant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit. On se retrouve ici à 14h30 pour la prochaine séquence. On parlera de modèles mutualistes. Et donc, bon appétit. À tout à l'heure.